19h24, ce témoignage de Madame Barège, il y a quand même quelque chose qui ressort et qui nous rappelle, ou en tout cas ce que dit Marine Le Pen, c'est que on a l'impression que les juges sortent du droit. Ce n'est pas qu'un jugement en droit, Olivier d'Artigol. Oui, notamment, pour moi, pas sur l'inéligibilité pour détournement de fonds publics, mais incontestablement sur l'exécution immédiate, qui a été motivée pour deux raisons. Un risque de récidive, qu'on ne peut pas comprendre, et un risque de trouble à l'ordre public démocratique, j'insiste sur démocratique, notion, Pierre, qui n'existe pas dans le droit, qui a été inventée dans ces attendus de jugement. On voit donc là que le juge se fait justicier, ce qu'il n'a pas à faire, en allant sur un terrain politique qu'il ne devrait pas pratiquer. Catherine. Oui, et puis plus on regarde les choses de près, on s'aperçoit que la loi dite Sapin 2, alors c'est vrai, elle a rendu la peine elle n'a pas rendu la peine d'inéligibilité automatique, et en tous les cas, l'exécution provisoire n'était pas automatique. C'est au juge de dire... C'est d'apprécier, donc il y a une appréciation. Mais il y a deux choses qui sont importantes, c'est que qu'est-ce qu'on reproche au Front National et au Rassemblement National, parce que ça a commencé en 84, lorsqu'il y a eu les premiers élus du Front National avec le père. Bon, alors il y avait une directive, un vade-mecum au Parlement européen. Je crois que Gollnisch l'a dit Bruno Gollnisch, il a dit que on disait du député européen que les assistants locaux, des députés, contrairement aux accrédités, ne pouvaient venir s'installer à Bruxelles. Ce qui sous-entendait que le parlementaire européen avait deux sortes d'assistants, ceux qui pouvaient aller à Bruxelles et ceux qui ne pouvaient pas venir. Donc s'ils avaient deux assistants, on pense bien que il ne les payait pas de sa poche, ni de son parti, et que c'était implicite. Alors c'était assez vague et tout ça. Et que dans le fond, qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, qu'est-ce qui a changé ? C'était au moment, je crois que c'est un peu une opération politique, vous raconte beaucoup de parlementaires européens, c'est que à l'origine de cette plainte contre Madame Le Pen, il y a Martin Schulz, qui est un socialiste, qui présidait le Parlement européen, qui était un grand ami de François Hollande, qui lui a dit, mais moi j'ai un moyen pour se débarrasser du du Front National, et bien on va dire que c'est illégal. Voilà. Et donc il a posé Et c'est là que tout commence. Et c'est là que tout commence. Et voilà. On va raconter la suite dans un instant, à 19h27. Une pause pour le rappel des titres de l'actualité. On en revient avec Catherine et Olivier d'Artigol. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec Olivier d'Artigol et Catherine Ney. Catherine, vous nous faisiez la genèse de tout ce procès des assistants parlementaires du FN devenu RN. Oui. Alors, ça a duré 32 ans. Ben oui, les 4 millions dont on parle, c'est 32 ans. C'est ça. Voilà. C'est donc, pas 4 millions sur une année. Oui. Non, pas du tout. Bon, alors, je crois que je ne sais pas si tous les partis ont payé comme ça leurs assistants locaux, mais ce qui est sûr, c'est que je crois que c'est devenu quelque chose de tellement habituel pour le parti de Marine Le Pen et son père avant, c'est que ils ont abusé de la légalité. C'est-à-dire que les assistants pouvaient être aussi bien le chauffeur, les nounous, le majordome, enfin voilà. Et donc, c'est un peu comme François Fillon, hein, je regrette pour lui, mais c'est vrai que c'était à peu près normal et entendu qu'on pouvait faire travailler un membre de sa famille, et lui, parce qu'il avait des soucis avec son château dans la Sarthe, et toute l'enveloppe qui était destinée à des collaborateurs, plusieurs, elle n'était donnée qu'à sa femme. Et c'est ça, c'est l'abus, c'est l'abus de l'égalité. Et bien là, je pense aussi que c'était ça, l'abus de l'égalité. Et c'est donc des salaires complets qui auraient dû être supportés par le Front National, Rassemblement National, qui était donc payé sur fonds européens. Oui. Alors certes, c'est une somme sur 3 décennies, mais avec un total important, plus de 4 millions d'euros, alors que le préjudice financier final pour l'affaire du MoDem sur le même sujet
s'élève à 250 000. J'ai envie de dire, ils ont eu la main très lourde sur des pratiques qui pouvaient exister, mais qu'ils ont systématisées. C'est pourquoi je ne m'explique pas leur ligne de défense qui a consisté en une non-reconnaissance intégrale de leur culpabilité. Mais quand bien même, après, vous rentrez sur le fond du sujet, et c'est effectivement très intéressant. Après, ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est cette notion d'exécution provisoire. Vous avez vu que Éric Ciotti, dont Madame Barège est dans le groupe UDR, propose la suppression de cette exécution provisoire. Alors, François Bayrou, lui, soutient les magistrats, on va écouter le Premier ministre, mais remet en cause l'exécution provisoire. La décision des magistrats et la personne même des magistrats doit être soutenue de toutes les manières et je l'espère par tous ceux qui siègent sur ces bancs et je le dis aussi par le gouvernement en tout premier lieu. Jamais la question de l'inéligibilité n'a fait l'objet d'interrogations ou de critiques. Le seul sujet qui a été mis en interrogation, c'est le sujet sur l'exécution provisoire des décisions. S'il y a interrogation, c'est le Parlement qui doit s'en saisir. C'est le Parlement qui l'a défini, c'est la loi, c'est en vertu de la loi que la décision a été prise. Si la loi doit être discutée, c'est au Parlement. Si la loi doit être discutée, c'est au Parlement. On a donc Éric Ciotti qui a dégainé et qui propose la suppression de l'exécution provisoire. Et ce matin, sur Europe 1 et CNews, Marion Maréchal soutient cette proposition. Oui, mais elle vote pas. Marion Maréchal, qu'on entend dans un instant. Éric Ciotti a annoncé déposer une proposition de loi qui sera étudiée fin juin à l'Assemblée nationale, qui permettrait de revenir sur ce fameux sujet central qui est l'exécution provisoire, c'est-à-dire immédiate, de l'inéligibilité. Et si, par chance, à l'Assemblée nationale, une majorité était constituée autour de cette PPL, cela aboutirait à ce que Marine Le Pen puisse de nouveau se présenter en 2027. Et donc, ce que je viens faire sur votre plateau ce matin, c'est un appel solennel à l'ensemble des bonnes volontés, évidemment, parmi les députés, en particulier la droite et le centre-droit, l'objectif étant de faire front commun ensemble pour de rendre le droit à la droite, si je puis dire, non seulement d'exister, mais de se présenter aux élections. Parce que hier, rappelons-le, c'était François Fillon, aujourd'hui c'est Nicolas Sarkozy, c'est Marine Le Pen, demain ce sera Bruno Retailleau ou Laurent Wauquiez. Bon, c'est une question épineuse, cette exécution provisoire. L'avocat de Madame Le Pen, Monsieur Bosselu, disait que, en fait, ça c'est et on l'a dit tout à l'heure, c'est à la libre interprétation du juge, cette exécution provisoire, Catherine l'a dit, mais Monsieur Bosselu disait, et en fait, il n'y a pas de recours sur cette exécution provisoire. On peut pas aller sur une instance. Et Benjamin Morel, qui était notre invité, le constitutionnaliste lundi, disait ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a, non pas un trou dans la raquette, mais il y a quelque chose qui est mal fait dans cette histoire. C'est-à-dire qu'on peut pas, autant il y a un double degré de juridiction avec la Cour d'appel, mais il n'y a pas de double degré sur cette exécution provisoire. Mais c'est très rare qu'on puisse pas faire appel après un jugement de première instance. Oui. C'est un cas... bon, là, en plus, le calendrier s'est éclairci hier. Avec la Cour d'appel qui dit de toute façon ça sera en 2026. Et d'ailleurs, pour que la réaction ait été aussi vive, c'est bien qu'il y ait un malaise, y compris chez les juges, qui se sont dit que là il y avait quand même quelque chose. Oui, alors aussi, on l'a entendu hier, Gérald Darmanin qui a répondu à Jean-Philippe Tanguy aux questions au gouvernement et qui a dit je souhaite qu'il y ait un délai raisonnable. Eh bien, disons que le ministre a été écouté. C'est ça. A été écouté. Il a joué. Mais c'est pas tous les jours. Écoutez Louis Alliot qui était à l'instant l'invité de Christine Kelly sur CNews sur la partialité ou l'impartialité des juges. L'existence même du syndicat de la magistrature fait peser sur chaque décision ou jugement d'un tribunal aujourd'hui, notamment pour des questions qui ont affaire à la politique, une suspicion légitime sur le jugement qui serait rendu. Est-ce que, très honnêtement, en tant que premier vice-président du RN, je peux être jugé par un membre du syndicat de la magistrature ? C'est une question que je pose. Il y a quand même un problème de fond dans cette existence-là d'un syndicat politique hostile au Rassemblement national et qui s'est déjà illustré par le mur des cons et d'autres choses comme ça. Est-ce qu'il pose la bonne question, Olivier d'Article, Louis Alliot ? Oui, il pose surtout la question. Il n'est pas bon de légiférer dans un climat de passion. Il faut se souvenir, Catherine, du climat de l'affaire Cahuzac. Et la manière dont il y a eu une surenchère, un concours l'épine de la transparence, de la probité. Avec la HATVP.
aussi. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, la loi Sapin 2 est inspirée par Monsieur Nadal, qui a inspiré François Hollande pour la Haute Autorité pour la Transparence. Et lui, dans cette surenchère, le Rassemblement national a pu y participer aussi, ajouter sa voix à celles et ceux qui demandaient toujours plus de Marine Le Pen elle-même. Oui, inéligibilité à vie pour détournement de fonds publics. 2012. Oui, mais les deux députés qui étaient à l'époque, Marion Maréchal et Gilbert Collard, n'avaient pas voté la loi de 2016. Ce qui va être intéressant à suivre concernant l'initiative parlementaire d'Éric Ciotti, c'est le comportement dans le socle commun. On avait Carl Olive cet après-midi sur les ondes d'Europe 1 qui dit « Je ne voterai pas cette proposition ». Donc il faut voir la manière dont ça va se passer dans le bloc central. Ouais, HATVP d'ailleurs, je le précise au demeurant, c'est devant et derrière. C'est-à-dire que vous rentrez au gouvernement ou d'ailleurs dans un... Il faut dire ce que cela veut dire. C'est la haute autorité de la transparence de la vie publique. Merci cher ami. Et donc cette autorité, c'est à l'entrée du gouvernement et à la sortie aussi. C'est-à-dire qu'il y a des cabinets, il y a des conseillers ministériels qui sortent et quand ils sont derrière engagés par des grosses boîtes, c'est pareil, ils repartent. C'est quand même là, on est... Et un membre de cabinet qui change de ministre et qui reste toujours dans le même ministère, il doit de nouveau... c'est laver plus blanc que blanc. Comme montrer patte blanche. Et on voit certains profils qui ne vont pas vers la vie politique ou l'engagement public du fait de cette réalité-là. Parce que c'est une espèce d'enquête policière sur vos avoirs, sur ceux de votre famille, votre femme, votre belle-mère. Et je veux dire, c'est une espèce de pieuvre qui décourage.